Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez très certainement, mais vous connaissez sûrement pas son nom. Le festival du Obon. C'est ce festival avec toutes les lanternes en papier qui flottent dans les airs ou sur l'eau. Ce festival qui fait en quelque sorte le lien entre le monde des vivants et le monde des morts dans la croyance japonaise, qui a inspiré beaucoup de films, d'animés ou de mangas. Vous êtes prêts? On plonge dans tout ça ensemble aujourd'hui. C'est parti! Chapitre 1. L'histoire de l'Obon. On va commencer par parler d'histoire, et comme souvent dans ces vidéos, on va devoir remonter très loin dans l'histoire japonaise, à un moment où les traditions japonaises se sont mélangées à des traditions venues d'ailleurs. Parce que l'Obon remonte à plus de 1400 ans, mais ces traditions sont vraiment beaucoup plus profondes, beaucoup plus enracinées que ça. Le mot Obon découle du terme Olam Bala, qui signifie littéralement suspendu à l'envers. Une situation dans laquelle on n'a pas trop envie de se retrouver en général. En fait, ça vient d'une métaphore bouddhiste qui parle du fait qu'une âme, après sa vie, soit maintenue dans le monde auquel elle n'appartient plus et soit piégée là. C'est un peu comme s'il était suspendu par les pieds, à pendouiller entre deux mondes. Entre le monde des morts, auquel il appartient maintenant, et le monde des vivants, auquel il n'appartient plus. Mais la transition n'a pas pu se faire et il est coincé là, suspendu entre les deux. Et c'est justement de cette image précise qu'est née la légende fondatrice du Obon. Tout commence avec Modga Lyayana, ou Mokuren en japonais, un des 10 grands disciples du Bouddha historique. Très dévoué, très spirituel, il médite profondément pour comprendre le monde. Mais ce qu'il voit quand il médite n'a vraiment rien du tout d'apaisant. En fait, en méditant, il va découvrir que l'âme de sa propre mère est piégée dans le royaume des esprits affamés, le Gakido. Un endroit terrifiant dans la cosmologie bouddhiste, peuplé de morts torturés par la faim et la soif, condamnés à errer sans jamais trouver la paix. Et là, c'est important de comprendre quelque chose, c'est que dans le bouddhisme, tout est lié à notre passé, notre avenir, et surtout ce qui nous arrive dans notre vie est lié à notre karma. Et d'après les textes, la mère de Modga Lyayana aurait eu un très mauvais karma, mais on sait pas vraiment pourquoi, c'est ça le problème, c'est que c'est assez mystérieux, mais c'est ça, c'est ce très mauvais karma qui a fini par l'envoyer aux enfers. Affolé, Mokuren va voir Bouddha et lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma mère ?» Et la réponse de Bouddha est simple, mais profonde. Il lui conseille d'offrir de la nourriture et des vêtements aux moines au 7e mois de l'année à la fin de leur retraite d'été. En rassemblant la communauté et en accomplissant des actes altruistes, il va parvenir à libérer l'âme de sa mère. Ce rituel, le Olam Bala, devient un modèle, et c'est justement cette notion, le respect envers ses parents, même après leur mort, qui va profondément marquer la culture japonaise. Et comment ce rituel venu d'Inde a-t-il trouvé sa place dans l'archipel japonais? C'est tout simplement au cours des siècles suivants que le bouddhisme, en voyageant depuis la Corée et la Chine, s'implante au Japon, aux alentours du 6e siècle. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Mais cette croyance qu'est le bouddhisme rencontre un terrain fertile, mais aussi un peu encombré. Le Japon a déjà ses propres croyances, le shintoïsme qui est déjà en place est centré sur les kami, des esprits qui peuplent le monde, et le respect profond des ancêtres. Et comme souvent au Japon, au lieu de choisir entre les deux et forcer une décision, on préfère faire un subtil mélange, adapter, comprendre et surtout s'enrichir. Et l'Obon, c'est vraiment la représentation de ça, c'est le bouddhisme venu d'Asie centrale et le shintoïsme. Et le mélange des deux a donné ce festival qui permet la connexion avec le monde des morts et avec ses ancêtres. À partir du XIIe siècle, sous l'influence de l'aristocratie et des temples bouddhistes puissants, l'Obon prend une forme plus codifiée. On commence à organiser des danses en l'honneur des morts, à faire des offrandes sur les autels familiaux et surtout à accueillir symboliquement les âmes des ancêtres à la maison pendant quelques jours. Mais l'Obon n'est pas simplement une cérémonie privée. Dans le Japon médiéval, cette fête prend aussi une dimension communautaire. Les villages entiers se réunissent pour organiser les célébrations, c'est l'occasion de revoir des membres de la famille, de nettoyer les tombes des ancêtres et de renforcer les liens sociaux. Une sorte de fête des morts, mais avec de la musique, des danses et surtout beaucoup d'émotions. Et pendant ces quelques jours de juillet et d'août, on efface la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. On prépare la maison, on allume des feux d'accueil, on mange, on danse et surtout, la partie la plus importante de ce festival, on se souvient, on se rappelle des moments passés avec les personnes qui ne sont plus là. Parce qu'en fait, l'Obon c'est vraiment ça, c'est une manière douce et poétique de dire on vous a pas oublié, c'est loin d'être une fête triste, bien au contraire. Chapitre 2, les rituels du Obon. Bon, maintenant qu'on connaît les origines du Obon, il faut voir ce qui en fait ce festival unique et surtout que tout le monde connaît. C'est ses lumières, sa musique, son ambiance. C'est vraiment quelque chose de très unique au Japon. Je vous conseille d'y aller dans les périodes des Obon. Il faut vraiment vivre ça au moins une fois. Parce que chaque détail, chaque mouvement a une signification propre qui dépend en fonction de la région dans laquelle on se trouve d'ailleurs. Et c'est ça la beauté, c'est que on peut en faire plusieurs et ce sera jamais le même. En fait, maintenant, c'est loin d'être une cérémonie religieuse. C'est vraiment un théâtre géant dans toute la ville. Un théâtre sacré qui permet aux gens d'extérioriser, de montrer que la mort n'est pas quelque chose qu'il faut craindre. C'est ça qui est assez intéressant. Le rituel du Mukaebi, c'est un peu comme allumer une veilleuse, mais pour les âmes.
Le nom signifie littéralement feu de bienvenue. Le soir du premier jour de l'Obon, les familles allument des petits feux devant leur maison, souvent près de l'entrée pour guider les esprits des ancêtres jusqu'à chez eux. Traditionnellement, ces feux, ils étaient allumés tout simplement avec des brindilles de paille séchée, les wara. Une fois allumés, ces brindilles dégagent une fumée fine, une lumière tremblotante que l'on croit visible par les esprits. Aujourd'hui, dans les zones urbaines, ce feu prend parfois la forme d'une lanterne électrique ou d'une simple bougie posée dans un bol d'eau, mais l'intention reste la même, c'est tout simplement d'accueillir. Quand on pense à l'Obon, c'est souvent cette image qui vient en tête. Des Japonais vêtus de yakata, des kimonos d'été, dansant en cercle sous des lanternes suspendues. Cette danse, justement, c'est le Bon Odori. Littéralement, la danse du Obon. Ce qui est beau avec le Bon Odori, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prestation parfaite. Tout le monde peut y participer, les gestes sont assez simples, assez répétitifs. Et ce qui compte, c'est vraiment la sincérité du geste. C'est pas du tout la qualité de la performance. Chaque version du Japon a sa propre version du Bon Odori, avec ses propres musiques, ses propres chorégraphies et son rythme. À Tokushima, par exemple, on danse l'Awa Odori. Un style exubérant et festif, avec des chants criés, des mouvements rapides. Dans d'autres régions, les danses sont plus lentes, plus cérémonieuses. Et au centre de la place, souvent surélevée, on trouve une structure en bois appelée le yagura. C'est là où les musiciens vont se placer pour jouer du taiko, donc des tambours, ou du shamisen, qui sont des instruments à cordes, où ils vont se mettre aussi pour chanter les mélodies anciennes. Les gens dansent autour, en rond, comme si le temps s'était arrêté. À l'intérieur des maisons, un autre espace sacré prend vie, l'hôtel domestique, le Butsudan. Pendant l'Odon, il est décoré avec soin, presque comme un petit théâtre familial dédié aux esprits. Et le détail le plus adorable et surtout le plus symbolique reste la création de Shoryo Uma. C'est des petits animaux miniatures en légumes, des chevaux en concombres et des vaches en aubergines, avec des baguettes en guise de jambes. D'après la croyance populaire, en fait, les chevaux sont là pour emmener les esprits rapidement à la maison, pour qu'ils viennent vite, qu'ils arrivent vite, et les vaches sont là pour le retour, parce que ce sera bien plus lent, et donc comme ça, elles profiteront un peu plus du temps présent dans le monde des vivants. C'est vrai qu'on dirait que c'est un peu un jeu pour enfants, quelque chose qu'on fait dans un centre aéré, alors que non, c'est vraiment très symbolique, c'est la fabrication de ce qui permet à nos ancêtres de venir nous voir pour une journée. C'est quelque chose qu'il faut faire dans le plus grand des respects et dans la plus grande des précisions. Quand vient la fin du Obon, c'est le moment de se dire au revoir, et c'est surtout le moment le plus poétique du festival. C'est celui du Toro Nagashi, littéralement le flot des lanternes. Des lanternes de papier, souvent faites à la main, sont allumées et déposées sur une rivière, un lac ou même parfois à la mer. Elles dérivent lentement, emportées par le courant, comme les âmes en voyage vers l'au-delà. Quand on voit ces lumières doucement glisser sur l'eau ou voler dans les airs, c'est vrai qu'on se rend compte d'une chose, c'est que le Japon a une philosophie du deuil qui est vraiment assez unique. C'est quelque chose de beau, de mélancolique, c'est pas quelque chose de triste. C'est assez sympa, je trouve. Et ce rituel vient clôturer le Obon. Ça raccompagne les esprits vers le monde des morts, où ils sont un peu plus à leur place. Les vivants, eux, restent et ont le cœur un peu plus léger parce que pour les Japonais, c'est vraiment un moment partagé avec leurs ancêtres qu'ils ont perdus. Donc c'est quelque chose d'assez symbolique, quelque chose d'assez unique. Et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Chapitre 3. L'impact culturel de l'Obon. L'Obon, c'est pas seulement quelque chose de familial qu'on partage avec les gens qu'on aime, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du folklore et de la culture japonaise à 100%. Il y a beaucoup de films, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de mangas qui s'en sont inspirés, dont certains que vous connaissez très certainement. Et c'est justement ça quelque chose d'assez marquant, c'est que là, je vais vous en donner quelques-uns et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Et vous allez vous rendre compte de tout ça au fur et à mesure que vous allez revoir certains mangas, vous allez revoir certains films japonais. En fait, l'Obon est vraiment présent partout. Si on prend le voyage de Chihiro par exemple, ce chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, ce film ne parle pas explicitement de l'Obon, et pourtant il en est vraiment très imprégné. L'héroïne traverse un tunnel pour rentrer dans un monde invisible, peuplé d'esprits et de créatures hybrides, de dieux oubliés. Elle doit y évoluer en respectant les règles étranges, tout en gardant le lien avec ses parents, transformés en cochons. Et c'est pas vraiment un hasard si ça fait quand même beaucoup penser au Obon. Miyazaki a souvent dit qu'il s'inspirait des croyances traditionnelles japonaises pour créer ces mondes. Et le cœur de ces croyances, c'est que les esprits sont partout, mais qu'on ne les voit que si on prend le temps de regarder. Après, dans une toute autre ambiance, on va retrouver Bleach. Ce manga où un adolescent, Ichigo, se retrouve avec la capacité de voir les morts et les aide à passer dans l'au-delà. Ça vous rappelle peut-être quelque chose et c'est normal parce que c'est le rôle des familles pendant l'Obon. Offrir un passage, aider les âmes à quitter ce monde en paix. Et ce qui est fort dans Bleach, en fait, c'est que un esprit non guidé devient un esprit dangereux. Et ça ramène à une autre légende japonaise, celle des Yurei. Je vous mets d'ailleurs la vidéo qui en parle juste ici. Mais tout est connecté, en fait. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en un manga, vous avez les Obon, les Yurei et bien d'autres choses. Les Shinigami, par exemple, dont on parlera dans une future vidéo. Chapitre 4. L'héritage du Obon.
Chaque été, quand le soleil se couche, les familles préparent des autels, allument des bougies, préparent des coupelles de fruits pour accueillir leurs ancêtres. Et tout ça est fait à peu près partout dans le pays. C'est vraiment plus devenu une habitude qu'autre chose, c'est un réflexe qu'ont pris les Japonais, c'est un peu comme fêter le premier de l'an ou les choses comme ça. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce qui reste vraiment de la tradition derrière les lumières et les danses? Qu'en est-il vraiment de la tradition originelle du Obon? Est-ce qu'il y a encore ce côté très spirituel ou est-ce que ça se vide petit à petit pour laisser place juste à une fête, comme on peut en avoir tant d'autres? L'un des aspects les plus fascinants de l'Obon, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment bouddhiste, il n'est pas vraiment shintoïste. C'est un subtil mélange, quelque chose qui porte pas vraiment une étiquette religieuse, c'est vraiment plus une connexion et une croyance personnelle. Aujourd'hui, l'Obon est un peu plus 21e siècle. Dans certaines villes, les hôtels seront carrément numériques. C'est vraiment des écrans, c'est plus des hôtels montés à la main, c'est des écrans numériques qui viennent servir d'hôtel pour accueillir les ancêtres. Donc on a vraiment changé depuis l'époque des bougies et des lanternes. Il y a même certains services en ligne qui proposent d'envoyer une offrande à un temple en dématérialisé. Donc vraiment, on est loin de tout ce qui était le avant. Petite chose amusante, sur YouTube, vous pouvez même trouver des vidéos de concerts de Obon, mais remixés en version électro. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment la nouvelle technologie, la nouvelle ère, on va dire, qui s'est intégrée à tout ça. Donc oui, certains vont trouver que c'est un peu dénaturé la tradition, que ça a perdu son côté spirituel, mais on peut voir ça autrement. On peut voir ça comme si c'était juste la façon de maintenir en vie ce festival au fil du temps, en l'adaptant tout simplement aux technologies d'aujourd'hui. Parce que, entre nous, qu'est-ce qui compte vraiment? Le type d'encens qu'on utilise, le type de lanterne, ou le fait qu'on perpétue une tradition, le fait qu'on vive encore ce moment-là, qu'on se reconnecte encore avec le monde des morts et nos ancêtres qu'on a perdus. Je pense que ça reste plus sympa de le faire de version 21e siècle, tant qu'on le fait. Mais dans un monde où il y a tout qui va vraiment beaucoup plus vite qu'avant, l'Obon propose quelque chose radicalement opposé. Un temps plus lent, plus contemplatif, où la mort n'est ni crainte, ni évacuée, elle est intégrée. C'est un modèle de rapport au deuil profondément différent de celui qu'on retrouve en Occident. Ici, les morts ne partent jamais vraiment, ils deviennent des esprits bienveillants, des guides invisibles, des compagnons silencieux dans nos vies. L'Obon à proprement parler est japonais, on est d'accord, mais il nous parle quand même à tous, un peu partout dans le monde, parce que le fait de se reconnecter avec ses ancêtres, avec les gens qu'on a malheureusement perdus, ça parle à tout le monde. C'est quelque chose qu'on aime tous pouvoir faire quand même au moins une petite fois dans l'année, et pouvoir le fêter entouré de ceux qu'on aime, entouré de gens, plutôt que de le fêter seul, ça reste toujours un peu plus sympa. Et dans le fond, est-ce qu'on ne devrait pas tous, au moins une fois dans l'année, entre guillemets, allumer une lanterne pour faire plaisir à nos ancêtres? Leur signifier qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et on ne les oubliera jamais. Et vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette fête? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir au moins une fois dans votre vie? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Honnêtement, je pense que je vais essayer d'aller sur un mois d'août au Japon, histoire de fêter ça pendant mon anniversaire en plus, soit dit en passant. Mais je vais essayer d'aller vivre ça, aller vivre ces festivals incroyables où on envoie les lanternes briller dans le ciel à la fin de la journée, ou le long d'un lac, voire même certaines fois dans la mer, comme on l'a vu. Mais ça reste quelque chose d'hyper intéressant à vivre au moins une fois, je pense. À vous de me dire si c'est quelque chose que vous voulez voir, j'en ferai peut-être une vidéo. Sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine. Ciao.